Georges Mercier est analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Bonjour, Georges. Salut, Alex. Bon, là, on a une petite accalmie en fin de semaine. Ça fait plusieurs matins qu'on vous dit « Ah, une autre nuit de bombardement en Iran ». C'était pas le cas en fin de semaine. C'était pas le cas. Sauf que ce qui est sur notre radar aujourd'hui, c'est, coudonc, est-ce qu'on va assister à une espèce de fusion entre deux guerres? Et expliquons un peu ce qui se passe là. C'est parce que l'Ukraine aurait frappé un navire iranien dans la mer Caspienne. Et là, les choses sont sérieusement en train de déraper, en tout cas sur le plan des menaces. Là. Ça, c'est certainement l'événement le plus intéressant de la fin de semaine. Ce qui s'est produit. Bon, il faut comprendre que l'Iran et la Russie sont liés par un partenariat de sécurité. Okay. C'est pas une alliance aussi forte que l'OTAN. Donc, une attaque sur l'Iran n'est pas considérée comme par la Russie comme une attaque sur la Russie. C'est pas un partenariat de défense mutuelle, mais ils coopèrent de manière assez étroite au niveau des technologies militaires, du renseignement, des images satellites, des choses comme ça. Et là, ce qui s'est produit, c'est que l'Iran, apparemment, selon l'Ukraine, envoyait une cargaison d'armes à la Russie. Et qu'est-ce que l'Ukraine a fait? Bien, il a frappé ce navire-là dans la mer Caspienne. Pour intercepter. Pour intercepter ça. Et sous prétexte, justement, que c'était un envoi militaire. Donc, on ne s'attaquait pas aux navires civils des Iraniens, mais une frappe à une cible militaire. Et là, vive réaction des Iraniens, parce que les Ukrainiens, pour la première fois, ont frappé une de leurs possessions à eux. L'ambassadeur, en fait, le chargé d'affaires ukrainien est convoqué à Téhéran. On a de vives remontrances. Le ministre des Affaires étrangères russe demande aux Ukrainiens d'arrêter leurs aventures. Mais ce qui est intéressant, c'est la position dans laquelle ça place l'Ukraine. Parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont un défi par rapport aux États-Unis. C'est de leur montrer qu'ils peuvent être des alliés, qu'ils sont utiles, qu'ils sont un atout. Et là, si les Ukrainiens commencent à s'attaquer aux Iraniens par le nord, tu vois, par la mer Caspienne, alors que les États-Unis s'y attaquent par le sud, mais ce que Volodymyr Zelensky vient de faire, c'est de dire à Donald Trump, regarde, je peux être un partenaire, je peux t'aider dans ta guerre. Non seulement ça, l'Ukraine peut t'aider alors que les autres pays occidentaux, notamment les pays européens, ne t'ont pas aidé jusqu'à maintenant. Donc ça vaut la peine d'investir dans la sécurité de l'Ukraine parce que je peux être un partenaire fiable. Le risque au même moment avec ça, c'est que du côté américain, là, on semblait vouloir une pause dans les hostilités. On voulait laisser de la place aux négociations, à la diplomatie. Alors donc, que ça peut embraser. Ben, c'est ça l'affaire. Donc, si les Ukrainiens jouent au trouble-fête, en quelque sorte, puis viennent réembraser les poudres, ben, c'est pas quelque chose qui va être accueilli d'un bon œil de la Maison-Blanche. Bon, il y a ça, mais il y a cette pause dans les frappes en fin de semaine. Comment on peut l'interpréter? Parce que je dis toutes sortes d'affaires, là. Est-ce que c'est parce que les Américains manquent de munitions alors que c'est censé être l'armée la plus puissante du monde? Ben, il y a plusieurs explications. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on a eu 13 nuits de frappes consécutives où on a frappé des installations militaires en Iran. Apparemment, ce que l'état-major américain a dit à Donald Trump, c'est « Écoutez, on ne peut plus nécessairement continuer comme ça. On n'a plus d'installations à frapper. » C'est-à-dire, les États-Unis avaient une liste de cibles préétablies. Ils seraient arrivés au bout de leur liste de cibles. Donc, ils ne savent plus quoi frapper, à défaut de frapper les installations énergétiques civiles, ce que Trump a menacé. Manifestement, l'armée américaine ne veut pas le faire. L'autre enjeu des intercepteurs, ce sont ces munitions-là qui coûtent très, 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 très cher, qui servent à défendre des bases américaines, des alliés américains, contre des missiles balistiques. Et là, le problème, c'est que durant la partie de l'hiver de la guerre, ils en ont utilisé beaucoup, 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 si bien que leur stock sera à un niveau critique. Ce que l'état-major américain nous dit encore, parce que la Maison-Blanche dit publiquement, c'est « il n'y a pas de problème, on en a assez ». L'enjeu ici, c'est que les Américains sont une puissance globale. Et donc, ils ne peuvent pas penser qu'à un seul conflit. Et chaque intercepteur qu'on utilise en Iran, ben, c'est potentiellement un intercepteur qu'on n'utiliserait pas en Corée du Sud, en Chine, et même qu'on n'enverrait pas à l'Ukraine pour se défendre contre les missiles balistiques russes. Donc, les options stratégiques des Américains sont contraintes. Et là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant en fin de semaine, c'est que Donald Trump n'a pas annoncé avec beaucoup de bruit ou de grandes fanfares cette pause d'hostilité-là. Aux autres moments du conflit, on l'avait toujours présenté comme une victoire. On arrête parce qu'on a obtenu quelque chose. Là, on n'arrête pas parce qu'on a obtenu quoi que ce soit. Les Iraniens disent « on va cesser de vous frapper si vous cessez de nous frapper », mais les négociations se poursuivraient. En ce moment, on verra ce qui va se produire, mais ce qui apparaît assez clair, c'est que les États-Unis ont les mains liées ici. Ils ne savent plus quoi faire pour faire débloquer les choses et certainement pas pour entraîner la capitulation de l'Iran. Ouais. On va se rapporter aux dernières campagnes électorales où le candidat Trump à l'époque disait l'Amérique en premier, America first. On se mêlera pas des affaires là, des autres pays. Moi, j'ai une chose qui m'anime, puis c'est vraiment de rendre l'Amérique sa grandeur, puis on va se concentrer sur nos affaires, on n'ira pas intervenir un peu partout. Ce qui se passe avec l'Ukraine, ce qui se passe aussi en Iran, quel impact ça a sur le mouvement MAGA?
Mais il y a une contradiction à la base. Et ça, cette contradiction-là, elle a toujours été là. Lorsque Donald Trump disait « c'est la fin des guerres éternelles », ce que beaucoup de ses partisans ont compris, c'est « c'est fini, nous n'enverrons plus des soldats américains mourir à l'étranger, l'armée américaine n'agira plus finalement comme le gendarme du monde ». Jusqu'au début de la guerre en Iran, ça se tenait à peu près comme discours. Mais lorsqu'il décide de frapper l'Iran et de s'engager dans une guerre qui est très longue, on approche de la fin du 5e mois de cette guerre-là quand même, il change de discours. Et là, au sein de la base MAGA, il y a des gens qui tenaient mordicus à cette compréhension de l'America First, l'Amérique seule, l'Amérique chez elle, qui l'ont vivement critiqué, notamment Tucker Carlson. Mais là, vous avez une influenceuse plus ou moins influente. Trump a dit que parfois il écoute ses conseils, qui s'appelle Laura Loomer. Et Laura Loomer était une fière partisane de cette position plus isolationniste, notamment par rapport au conflit ukrainien, où elle relayait essentiellement la propagande russe, sur laquelle les Ukrainiens seraient des nazis, ce seraient eux les méchants, non pas les Russes se défendent, etc. Bon, c'est ce discours-là qu'on connaît. Et là, ce qui se passe, c'est que Laura Loomer s'en va en Ukraine et elle visite le front. Non seulement ça, elle interviewe le président Zelensky. Et là, elle change d'avis complètement. Elle change son fusil d'épaule. Elle devient pro-ukrainienne et dit essentiellement qu'il faut désormais que les Américains soutiennent plus fort l'Ukraine, que les conservateurs américains doivent soutenir davantage l'Ukraine dans une résistance qu'elle dit juste désormais face à Vladimir Poutine. Donc là, on a une craque au sein du mouvement MAGA où vous avez une influenceuse plus ou moins influente qui désormais appelle à plus d'intervention américaine, donc qui dit essentiellement à Donald Trump, c'est pas si grave si tu renies ta promesse d'America First, tu peux t'impliquer à l'étranger lorsque l'objectif est louable. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de quel côté vont aller les partisans MAGA. Est-ce qu'ils vont rester avec le Tucker Carlson puis la ligne initiale? Pas de guerre, on reste chez nous, on ne s'occupe pas du reste du monde, ou au contraire, des discours comme ceux de Laura Loomer, qui sont de plus en plus ceux de la Maison-Blanche, qui revendiquent une posture plus interventionniste ces derniers temps. Ben, est-ce que les partisans vont accepter d'aller vers cette ligne-là, ou au contraire, on va tenir rigueur à Donald Trump d'avoir pas respecté sa promesse initiale? Je regardais certaines statistiques, là, notamment sur le taux d'approbation de la gestion là, de ce qui se passe un peu partout à travers le monde. C'est anémique, là. Une très petite portion des Américains approuvent ce que Trump est en train de faire. Là. 29% des Américains qui sont interrogés, c'est le Washington Post, dans ce cas-ci, puis Ipsos, approuvent la gestion de la guerre par le président américain. Ce qui se passe en Iran, il est complètement embourbé là-dedans. Là. Oui, mais il faut faire attention avec ces sondages-là, parce que c'est vrai que l'Américain moyen n'approuve pas la guerre, mais au sein des républicains, puis au sein de sa base, MAGA, qui est très fidèle à lui, là, l'appui n'a pas beaucoup décliné. En fait, les républicains tendent à approuver les opérations en Iran, même si on a des craintes sur si on fait bien les choses ou si ça va durer longtemps ou non. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que le système politique américain, il est farouchement polarisé. D'accord? Disons que vous avez pas rendu compte. Non, c'est ça. Vous avez 40% de républicains qui voteront toujours républicains, 40% de démocrates qui voteront toujours démocrates, puis un 20% mou. Okay? À peu près comme dans tous les systèmes politiques. La question pour Trump, c'est de quel côté penche ce 20% mou-là par rapport aux élections de mi-mandat. Bon, ce 20%-là, il ne soutient pas nécessairement la guerre. Il trouve que c'est une mauvaise opération qui coûte très cher, qui entraîne des morts américaines. Donc, est-ce qu'il parviendra à corriger cette perception-là? Probablement pas. L'autre affaire, c'est si Trump perd les élections de mi-mandat, ce ne sera pas nécessairement en raison du conflit en Iran ou en raison de sa politique étrangère. Ce sera en raison des coûts, et des coûts de la vie, des coûts d'énergie qui auront augmenté comme conséquence du conflit. Mais donc, au lendemain des élections de mi-mandat, s'il les perd, il y a beaucoup de commentateurs qui vont dire « c'est à cause de la guerre en Iran ». Pas tout à fait. C'est à cause des conséquences de la guerre en Iran, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour le président. Et morale de cette histoire, il faut toujours être aux aguets de notre 20% mou, Georges. Merci beaucoup. Salut à